Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 7 janvier 2025 et c'est l'épisode 393, le premier épisode de l'année. Le CES commence, donc ce salon de l'électronique commence et vous allez pouvoir profiter des premiers aperçus avec notamment des nouvelles télés, les nouvelles cartes Nvidia. Et puis on va également vous parler de tech. Alors, appliqué à la science, comme si on sortait un Science et Vie récent entre archéologie et habitat sous-marin, en passant par la bande passante de notre cerveau. Moi, j'ai même tendance à penser que le mien est même sous-dimensionné par rapport aux autres. On verra ça. Et évidemment, on vous tient au courant avec l'actu des modèles de langage. Je suis Guillaume Vendée, podcaster technophile enthousiaste. Et je retrouve celui qui a concocté le conducteur de cet épisode, qui a fait toute la veille et qui nous amène son savoir. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Et bonne année, évidemment. Et oui, bonne année à vous aussi, à tous les auditeurs. Voilà, on vous fait des énormes bisous. On souhaite le meilleur pour cette année qui on l'espère, sera meilleure que la précédente. Voilà, mais c'est tout. Est-ce que tu as pris des bonnes résolutions, toi, de ton côté? Non, jamais. Je prends jamais de bonnes résolutions. Tu rigoles. Bon, t'as passé quand même de bonnes fêtes, oui, t'as bien mangé. Non, c'est très bien. Très dur de revenir, mais bon, écoute, c'est sympa aussi de refaire un petit podcast comme ça. Ah, bah très bien. Voilà, j'allais te demander si jamais l'enregistrement de Tech Café faisait partie des choses difficiles ou plutôt positives. Bon, cool. Écoute, pour continuer à t'enthousiasmer, Guillaume, dans cette nouvelle année et dans ta reprise, je te propose d'une part qu'on ressorte le tapis rouge qu'on n'a pas ressorti depuis un petit moment pour accueillir comme il se doit les personnes qui ont accepté de s'inscrire sur patreon.com/techcafé et de nous soutenir financièrement. Il y a Gluck, Fidjoua, Sébilane, Lily, Rémi Hour derrière et Flo qui se sont inscrits ou qui avaient peut-être déjà un compte sur patreon.com/techcafé et qui ont accepté de nous donner de l'argent à chaque fois qu'il y a un épisode hebdomadaire qui sort, parce que c'est encore le mode de fonctionnement de Patreon. Ça va changer dans les semaines, les mois à venir. Je vous donnerai les infos en temps et en heure. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Il ne faut pas évidemment que ça vous empêche de venir envisager un soutien, mais effectivement, il y a une mécanique qui va basculer à l'abonnement. Mais en tout cas, de toute façon, que ce soit par épisode ou à l'abonnement, si vous aimez Tech Café et que vous voulez l'expérience ultime, évidemment, faites comme ces honorables personnes. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez le faire là pendant que vous écoutez ce message ou pendant que vous écoutez le podcast sur votre navigateur. En devenant contributeur, vous accédez à un flux exclusif qui vous permet d'écouter Tech Café sans la pub, directement dans votre app de podcast habituelle. Vous ne changez pas vos bonnes habitudes. Et puis, vous contribuez activement à la durée de vie de cette source de contenu qu'on espère être utile et divertissante, qu'on vous propose semaine après semaine. Merci beaucoup aussi à Yann Truc qui a déposé un avis sur Apple Podcast. Un podcast rythmé, tu vas voir, il va te faire plaisir en plus celui-ci, Guillaume. Un podcast rythmé, agréable à écouter, avec de l'info parfois très pointue, digérée et expliquée très pédagogiquement, du pragmatisme, du recul, des analyses fines, de l'honnêteté intellectuelle et beaucoup d'humour. Bon son, bonne réalisation, c'est très pro, pas de discussion de comptoir, de moralisation, de papotage interminable, mais du fond et de la forme. On apprend toujours et sans s'ennuyer une seconde. Merci, je pense que c'est la vertu de Tech Café. C'est le juste équilibre et qu'il est rare de trouver ailleurs. Post-scriptum. Un immense bravo particulièrement à Guillaume P. pour son immense travail de curation, de vulgarisation et d'écriture. C'est tout simplement excellent. Voilà, ça c'est pour achever de te convaincre. Tu as bien fait de te plonger, peut-être la première, Guillaume, dans cette année 2025. Ouais, je suis content de revenir du coup. Avec le podcast, voilà. Vous pouvez aussi commenter et suivre la publication des épisodes sur techcafé.fr. Vous retrouvez aussi d'ailleurs les anciens épisodes. C'est le meilleur moyen, je pense, pour écouter des épisodes que vous auriez écoutés il y a de ça quelques temps, auxquels vous voudriez pouvoir vous référer, comme par exemple les dossiers qu'avait préparé Guillaume Poggiaspala sur l'exécution d'intelligence artificielle en local sur votre machine, que ce soit pour le texte ou pour l'image. Vous avez les épisodes qui sont clairement accessibles. Et puis rendez-vous enfin sur Discord, c'est un espace d'échange qu'on espère hyper sain, plutôt convivial. techcafé.fr/Discord. C'est officiel. En 2025, Guillaume, je suis sur Discord tous les jours. Alors, pas tout le temps, pas toute la journée, mais tous les jours, il est lancé. Donc, vous pouvez échanger avec moi et entre vous, bien entendu. Guillaume, juste avant qu'on attaque le conducteur de notre épisode, je voulais juste relayer... c'est un petit clin d'œil en plus. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des documentaires sur Arte qui ne sont pas directement présentés par Luc Julia, mais où Luc Julia amène à visiter la Silicon Valley.
Ça s'appelle la Silicon fucking Valley et c'est une série de 6 épisodes en plus de 15 minutes qui sont du coup très faciles à rajouter dans votre consommation de vidéos quotidienne et où Luc Julia vous amène avec l'équipe qui a réalisé les documentaires à visiter en quelque sorte la Silicon Valley. Finalement, si vous commencez à vous intéresser à la tech, si jamais vous avez envie de prendre la dimension de ce que représente la Silicon Valley, eh ben, je pense que c'est le meilleur moyen. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et vous aurez toutes les infos, notamment, enfin un maximum d'infos évidemment sur le rôle de Stanford, l'histoire derrière Xerox, le rachat par Apple d'un certain nombre d'éléments, des petites prises de parole de Jean-Louis Gasset, des infos autour de l'intelligence artificielle. Il y a même un épisode sur les ventures capitalistes. Donc tout ça est très condensé, hyper pédagogique. Allez jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais Guillaume, sans autre forme de procès, il faut bien évidemment qu'on se prête à l'exercice incontournable qui est celui de relier ce qui se passe dans la tech et ce qui se passe en ce moment dans la tech. Guillaume, ça se passe au CES et tu as commencé à regarder un petit peu ce qui a pu être diffusé à cette occasion. Ouais, alors c'est techniquement tout juste le CES, hein, ça commence aujourd'hui le 7 janvier à Las Vegas, comme d'habitude, hein. Et puis comme d'habitude, il y a pas mal de trucs qui ont été annoncés en avance par les grands constructeurs, donc aujourd'hui, hier, même avant-hier. Et en particulier, on a LG et Samsung qui ont déjà présenté leur nouvelle gamme de téléviseurs, par exemple, qui sont très beaux, voilà, toujours un petit peu plus mieux que l'an dernier. LG, par exemple, il va promettre des téléviseurs encore plus lumineux, avec les G5, encore 3 fois plus lumineux, avec des algos qui s'adaptent à la lumière ambiante, des panneaux OLED toujours plus avancés. LG était déjà leader dans le domaine, des téléviseurs qui par ailleurs peuvent aller jusqu'à 165 Hz de rafraîchissement, donc ça fait des moniteurs gaming très attrayants aussi. Et qui n'aime pas jouer sur du 97 pouces, hein, c'est quand même pas mal. Ça fait grand. Il y a toute une gamme de tailles, évidemment, entre 48 et 87. Le 97 d'ailleurs a une luminosité un petit peu inférieure, mais tout ça c'est cool, mais évidemment, ce que le marketing met le plus en avant cette année, c'est quand même les fonctions IA, bien sûr. Hein. Évidemment. La télécommande devient une AI Remote, avec un bouton pour LG AI, évidemment, on utilise de l'IA pour l'image et le son, ça comme avant, il n'y a pas de... Voilà, depuis quelques années. D'ailleurs, c'est assez efficace, ça fonctionne bien, mais en 2025, on aura même droit à un mode cinéma amélioré, où la télé, toute seule, va régler tous les paramètres de l'image en fonction de tes conditions de visionnage, tout en respectant la volonté du cinéaste, hein, je cite. Mais ça suffit pas, il faut aussi les chatbots, hein, on est quand même en 2025 quand même. Et donc il faut un copilote partout, donc WebOS aussi doit s'y mettre. Hein. Et chez Samsung, c'est un petit peu la même chose, on a aussi bien sûr des nouveaux modèles très lumineux, avec des QD OLED éblouissants, littéralement éblouissants. On voit, je sais pas combien de lumens dans la gueule, mais c'est vraiment éblouissant. Et 165 Hz aussi d'ailleurs, et puis ils ont des dalles qui vont jusqu'à 115 pouces. Une originalité cette année, il y a un push assez étonnant sur le fini mat. Samsung mise pas mal sur les écrans anti-reflets, qui ont leurs partisans et leurs détracteurs. Hein. Alors, à vous de nous dire ce que vous préférez. Et par ailleurs, bien entendu, Samsung communique énormément aussi sur l'IA avec le Vision AI, donc c'est la nouvelle marque, hein, qui regroupe un petit peu toutes les fonctionnalités IA des téléviseurs. Donc dans Vision AI, vous avez les classiques algos d'amélioration d'image jusqu'à des fonctions plus originales, comme la description des scènes à l'écran, en temps réel, la traduction aussi, le sous-titrage automatique, ou carrément la vidéosurveillance de ta maison. Parce que Vision AI couvre beaucoup de fonctions. Alors si on peut imaginer sans problème l'utilité d'un sous-titrage de n'importe quelle émission de télé, à la demande, effectivement, c'est cool. Savoir reconnaître quel plat mange le héros de ta série préférée et avoir la recette, faut pas dire que c'est ce qui va changer ta vie, je pense, mais votre TV pourra aussi vous dire de quel acteur il s'agit, et sans doute même où la scène a été tournée, donc voilà, en Croatie et pas à Port-Réal, hein, ça va casser peut-être un petit peu le trip. Des fonctions plus ou moins gadgets qui reposeront sur le cloud a priori, alors je pense pas que la télé intègre un modèle local assez sophistiqué pour... pas tout à fait encore pour faire tout ça. Donc dernière fonction IA vantée par Samsung, la surveillance. Vous avez déjà des caméras chez vous, hein, votre télé pourra devenir donc un hub pour les flux vidéo de votre vidéosurveillance locale. Donc vous pouvez l'avoir en grand format déjà, c'est sympa, mais ça va plus loin, puisque la télé étant intelligente, du coup, elle peut monitorer les vidéos pour vous, et vous avertir si elle repère un truc suspect. Comme ton gamin qui a trop de fouilles dans les placards pour trouver les cadeaux de Noël en avance, ce genre de truc, et t'envoyer une alerte. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir déjà des caméras partout chez vous, le micro de la télé peut aussi servir de capteur de surveillance, en reconnaissant les bruits suspects, et en vous envoyant des notifs directement sur ton téléphone Galaxy bien entendu, et que vous pourrez même demander à Bixby, hein, évidemment, parce que oui, il existe toujours, s'il s'est passé des trucs dans la dernière demi-journée. Donc Samsung manque la télé qui te surveille. Alors avec quelle efficacité, évidemment, ça reste à tester, hein, espérons qu'elle se déclenche pas à chaque fois que le chat descend de son tabouret devant la cheminée, parce que sinon ça va être
Bon, ça va juste 2 fois par jour pour bouffer, c'est tout. Le reste du temps, il va dormir. C'est vrai, ça bouge pas Voilà, trop. ça bouge pas trop, un chat, finalement, ça va. Je sais pas si ça te fait envie, toi, une TV qui monitore ton chat. Enfin, t'es 27 chats maintenant, je suppose. Alors, bon, oui, 3 chats, hein, malgré tout, mine de rien. Je sais pas si... Bon, je vais pas faire ma chronique des chats, j'en parlerai sur les réseaux sociaux. À un autre moment, ça Je pense concerne que pas t'as forcément un les créneau auditeurs. pour faire un nouveau podcast, en fait. Hein. The Cat Show, je ne 4 sais cafés. pas. Ouais, 4 cafés, effectivement, j'y avais pas pensé. Merci pour le branding. On envisagera ça un petit peu plus tard. Il y a d'autres priorités. Mais écoute, non, en fait, moi, je trouve ça quand même chouette, hein, finalement, toutes ces infos sur les télés. Alors, je dois le confesser et je dois faire mon mea culpa. Je suis un adepte, moi, de The Frame de Samsung depuis quelques temps maintenant. Hein, cette espèce d'aberration qui fait que ça consomme tout le temps parce que ça simule un tableau. Il n'empêche que dans un intérieur, c'est très, très plaisant. J'ai mesuré la consommation qui est pas négligeable, mais qui est pas non plus énormissime. Et puis, ça se met en veille C'est ce que quand disent tous les t'es pas là. alcooliques. Évidemment, on se rassure comme on peut, Guillaume. Mais bon, en tout cas, je l'aime beaucoup. Il y a une nouvelle version d'ailleurs pro hein, qui promet une image encore plus belle. Je me faisais la réflexion en voyant la couverture des télés au CES et puis ce que tu en racontais, c'est que finalement, ils réussissent quand même leur coup globalement, les constructeurs de télé. Je sais pas si tu es adepte, toi, de services connectés sur ta télé, mais moi, je dois dire que tout passe par ma télé maintenant. Il n'y a plus aucun boîtier qui nourrit quoi que ce soit. Moi, je suis particulier, mais c'est exactement l'inverse. Moi, j'ai une télé intelligente et elle m'emmerde parce que justement, elle est intelligente. Moi, tout ce que je veux, c'est un moniteur. Après, je m'occupe du reste. Je branche des trucs dessus. J'affiche ce que je veux dessus. Ouais. Mais une télé qui se met à jour intempestivement, ça me saoule personnellement. Ouais. Mais bon. J'ai vraiment pas beaucoup de mises à jour. Je sais pas, peut-être une fois par an une mise à jour, ce qui peut-être en dit long sur la sécurité d'ailleurs de l'appareil. Mais tous les services de VOD et même YouTube hein, qui représentent de plus en plus une consommation importante pour les consommateurs sur leur télé. Finalement, je me rends compte que désormais, je lance plus aucun boîtier. Alors après, est-ce que ça va aller jusqu'à me faire utiliser les fonctions IA qui vont être intégrées, déployées ? Je suis pas certain. Je trouve quand même, allez, pourquoi pas, assez intéressant le Live Translate. Bien que là aussi, hein, quand tu as des contenus qui sont mis à disposition en ligne via les services de VOD, bien souvent, il y a le sous-titrage dans d'autres langues qui est intégré. Donc, ils font tout hein, pour tirer leur épingle du jeu et continuer à vendre des télés. Ce qui est rigolo, c'est le trop qui est un peu l'ennemi du bien, j'ai l'impression. J'ai vu passer l'anti-reflet qui est très prononcé sur l'ensemble de la gamme Samsung. Peut-être pas toute la gamme. Il y a peut-être une bonne partie de la gamme, pas toute la gamme de cette année, mais qui, a priori, est assez critiquée parce que cet anti-reflet il est un peu excessif et puis il dénature un peu les noirs, il fait des images moins belles. C'est marrant de voir que ça a ses limites aussi, je trouve. C'est vrai. Écoute, on continue ? Oui, sans aucune avec transition donc. Hein. Oui. Ouais, je sais, on parle ici souvent de technologie dont l'utilité immédiate est évidente dans la vie quotidienne et saute pas toujours aux yeux. Mais là, c'est évident. Voilà, c'est incontestable. C'est ce que l'humanité attend depuis le néolithique. C'est le Saros Z70 de Roborock. C'est un aspirateur, donc c'est un aspirateur robot. Déjà, c'est une innovation que l'humanité attendait depuis le néolithique hein, et que le Tout-Puissant lui a offert il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est un robot aspirateur qui a un bras capable de ramasser des chaussettes. Je plaisante pas, hein, le Roborock nous vend le rêve d'un robot capable de ramasser vos chaussettes sales par terre, ainsi que des mouchoirs, des petits torchons, n'importe quelle petite merde de moins de 300 grammes qui était négligée sur votre parquet. Il peut juste les déplacer pour aspirer dessous, ou même les prendre et aller les mettre dans un panier sur lequel vous aurez mis une étiquette petite merde de moins de 300 grammes. Et voilà, donc ça c'est assez incroyable. En plus, c'est un truc qui a une aspiration terrifiante de 22 000 pascal. Puis, alors, il y a une nouvelle IA, bien sûr, dedans. Alors ça, pour le coup, c'est quand même pas mal. C'est une IA qui s'appelle Starsight 2 qui reconnaît les objets. Il reconnaît plus de 100 types d'objets. Alors, il y a une idée qui est intéressante, mais qui n'est pas encore déployée, mais qui est dans les tuyaux, ce serait de pouvoir entraîner le robot pour qu'il reconnaisse spécifiquement un objet à toi. Donc, par exemple, si ton petit dernier, un petit nounours qui perd en permanence dans un endroit totalement aléatoire de la maison, tu montres bien le nounours à ton Roborock, et puis la prochaine fois, tu lui demandes hein, s'il l'a pas croisé sous un meuble pendant sa dernière tournée, quoi. Il est derrière le canapé. Mais c'est exactement ça. Et ça, je trouve ça assez marrant. Enfin bon. Bien sûr, il nettoie aussi le sol avec son torchon vibrant, il a une base automatisée, mais en plus, il a donc ce bras articulé rétractable, hein, qui peut prendre des trucs tout seul à une vitesse qui est assez lente pour l'instant, mais ça bouge quand même sur 5 axes. Il y a un capteur de poids, il sait ce qu'il a au-dessus d'ailleurs aussi pour éviter de se prendre un meuble. Bon, c'est peut-être le premier robot très grand public quand même à produire une très grande série, hein, a priori, qui possède un bras robotique aussi sophistiqué, ça laisse un peu rêveur.
Ouais, j'ai des craintes sur le long terme. Là, je crois qu'il y a cinq articulations dans le bras. Je ne sais pas comment ça va vivre dans le temps. Tu sais, je sens pointer, Guillaume, de l'ironie de ta part sur sur ce robot aspirateur. Tu n'as pas d'ado à la maison. Et c'est toujours embêtant quand tu as ton robot aspirateur qui fait un peu de ménage régulièrement chaque jour. J'adore l'idée que le robot, il voit une chaussette sale, il prend la chaussette sale, il la met sur le côté, il aspire, après il remet la chaussette sale où elle était. C'est parfait. Oui, effectivement. Il fait comme l'ado, peut-être, d'ailleurs. Ouais. Il reproduit le comportement de l'ado. Non, mais alors moi, je suis plutôt enthousiaste là-dessus, mais évidemment, là, en l'état actuel des choses, c'est vraiment pas de nature à me faire dépenser de l'argent pour m'équiper d'un tel appareil, mais c'est bien, ça avance. Jusqu'à 300 grammes, et puis après, ils ont l'ambition d'aller plus loin, évidemment, hein, avec des robots qui pourront soulever les meubles, faire le nettoyage dessous. Soulever, évidemment, ton chat, évidemment. Allez, on continue avec les affichages, pas forcément en télé, mais en projecteur, Guillaume. Bon, après, il y a un petit peu de tout, effectivement. Bon, on est vraiment qu'au début, mais bon, quand même, déjà, comme chaque année, de toute façon, on va faire confiance au CES pour nous montrer une multitude de trucs inutiles, improbables, ou dont on veut juste douter du succès commercial. Ça, on en sera plus la semaine prochaine là-dessus, mais bon, dans la catégorie des produits qui laissent dubitatif, on a déjà la lampe projecteur de LG, qui est une lampe colorée avec un haut-parleur Bluetooth et un projecteur. Donc ça fait tout. Et on se méfie des produits qui font tout, en particulier quand on apprend que le projecteur en question, c'est un Full HD à 300 lumens. 300 lumens, c'est plus brillant qu'une bougie parfumée, mais pas beaucoup plus. Donc, bon. Par ailleurs, comme à chaque fois, on a le frigo intelligent de l'année, donc un Samsung avec un écran de 10 pouces et une caméra. La caméra regarde dans le frigo, elle repère, elle reconnaît les produits, et elle peut commander tout seul sur Instacart quand il te manque un truc. Je serais curieux de lire un vrai test indépendant d'un truc comme ça. Déjà, j'imagine déjà l'IA du frigo, elle va être à la rue, parce que dans mon frigo, c'est le bordel. Les trucs sont empilés complètement. Je mets au défi ce frigo de reconnaître un paquet de knackis sous un paquet de saumon sous une tranche de comté, quoi qu'il fasse. Donc on souhaite plus de succès à Samsung pour ses prochains écrans de 3D, parce que oui, je sais, la 3D, c'est une histoire vieille de 15 ans maintenant, qui datait des antiques lunettes actives Nvidia. Comme les frigos connectés. Oui, d'ailleurs aussi, c'est vrai. Mais ça meurt pas, tu vois. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que la 3D, ça s'est propagé aux télé et aux projecteurs, mais ça a été un flop abominable, en fait. Parce que les gens n'aiment pas mettre des lunettes, et je les comprends, parce que moi j'en ai déjà, des lunettes, mais la nouvelle vague 3D n'en a pas besoin. Ce sont des nouveaux écrans qui sont lenticulaires et qui reposent sur le même principe que la bonne vieille 3DS, donc tu as un écran qui affiche à travers un revêtement les deux images à la fois, puis tu as une caméra qui adapte tout ça à l'angle sous lequel tu regardes et qui t'observe et qui adapte ça. Ça marche bien, si la résolution, elle était franchement faible sur la 3DS, maintenant on a quand même de la 4K qui est devenue la norme, donc ça va quand même beaucoup mieux. C'est le cas de l'Odyssey 3D, et comme certains moniteurs chez Acer avant lui, ils vont offrir une image stéréoscopique vraiment de qualité, quoi. Alors cette fois, devinez quoi ? L'Odyssey a une IA. Et oui, une IA qui va convertir le contenu 2D en contenu 3D stéréoscopique à la volée. C'est magique, si ça marche, et on demande à voir, génial. c'est le cas de le dire, on demande vraiment à voir, parce que perso, moi j'aime bien en fait, j'ai toujours été séduit par les écrans de 3D. Je faisais partie des 4 personnes en France qui jouaient systématiquement la 3DS avec le mode 3D à fond. Et franchement, jouer un truc comme Elden Ring en 3D sur un écran de 37 pouces, ça me séduit. Enfin, ça me séduit jusqu'à ce qu'on m'annonce le prix, évidemment, parce que bon. Ouais. Ça utilise l'eye tracking, c'est ça ? J'ai cru voir. Ouais. Du coup, je me suis posé la question, tu peux être deux à regarder la télé avec de la 3D, ou est-ce que c'est un plaisir purement solitaire ? Je pense que c'est purement solitaire pour le coup. Ça gâche un peu l'expérience d'une télé, je trouve. Mais bon, peut-être qu'ils vont réussir à force d'essayer. C'est marrant de voir quand même qu'année après année, aussi longtemps, on a quand même les mêmes sujets qui reviennent. Le frigo qui te promet d'être intelligent, qui ne le sera jamais, parce que personne n'a un frigo qui sert de frigo témoin pour ce type de technologie où il y a un chou à un étage, une orange et une bouteille. Enfin, je veux dire, tout le monde est comme toi, Guillaume, à avoir des plats mélangés de knackis et de coquillettes avec des légumes par-dessus. Je comprends pas pourquoi il y a cette insistance à chaque fois de ces constructeurs d'espérer nous vendre ces technos qui, objectivement, ne marcheront jamais. Pardon, je suis trop pessimiste, mais on verra. Il y a une autre techno qui est assez récurrente dans ces salons, Guillaume, c'est les prestations graphiques, et Nvidia était attendu au tournant. Il y avait déjà des infos qu'on avait vu passer, des rumeurs quelque part aussi. Et puis on a aussi de l'informatique pure et dure, là aussi, boostée à l'IA. Oui, tu veux parler de Copilot ou tu veux parler d'Nvidia ? Avant tout, je voulais parler d'Nvidia, mais comme je t'ai vu surligner la ligne de Copilot arrive sur ton bureau que j'ai honteusement raté, je me suis dit, je te laisse la possibilité de rebondir sur ce que tu veux. Non, mais ça va être assez court. En fait, moi, ce qui me fait marrer, si tu veux, c'est que les AI PC arrivent sur le bureau, quoi, voilà, tout simplement.
Alors on sait que toutes ces fonctions sexy des PCIA là, qu'on vous raconte depuis un an, donc le copilote, la On s'y génération attendait. d'images, Recall, une super fonction, qui sont pour l'instant disponibles en pratique que sur une poignée de portables, propulsés par les Qualcomm, hein, les seuls pour le moment à aligner un NPU digne de se tenir debout face à Windows 11 comme ça. Et si AMD et Intel sont pas pour le moment dignes de lui baiser les orteils, ça va changer très vite. Et il y a donc les AMD Strix Point qui arrivent et les Eurolake H d'Intel, deux processeurs qui arrivent avec les Snapdragon Elite X dans des PC de bureau, par exemple fabriqués par Geekom et Asus. Donc la machine d'Asus, elle est basée sur des Core Ultra, et elle fait la taille de Mac Mini, et ce qui est marrant, c'est que tous ces trucs-là possèdent une touche dédiée copilote. Donc il y aura un bouton copilote sur le PC, sur la boîte, quoi. Je veux dire, le bouton est doté d'ailleurs sur l'Asus d'un capteur d'empreinte digitale et peut servir donc à activer copilote auquel vous pourrez parler. Ok, mais enfin disons, t'as un bouton sur le PC, mais enfin comme sur le clavier. Un autre truc, il y a plein de boutons d'ailleurs, hein, qui est en général à côté du PC. Donc je comprends pas trop, mais on imagine que Microsoft voilà, a insisté là-dessus, puisqu'il a son mot à dire, hein. Il y a un logo copilote dessus, c'est certainement sous copyright. Donc il va y avoir plein de boutons copilote sur les PC, hein. Voilà, on a aussi la gamme Acer qui a des victimes, avec les Revobox AI, et les tout en un aussi Aspire S AI, etc. etc. Bon, écoute, Je voudrais être sarcastique, je dirais qu'ils ont mieux positionné le bouton Copilot sur ces petits boîtiers que Apple n'a positionné le bouton Power sur ses derniers Mac Mini. Mais bon, ce serait un peu gratuit et un peu facile, j'en suis sûr. non mais on a bien fait sa facilité, c'est bien quand c'est facile des fois. Pas faux. Et bon, oui, tu as raison, hein, la RTX est arrivée. Alors oui, la semaine dernière, d'ailleurs, bon, c'est concomitant, hein, les États-Unis ont signé un contrat fédéral avec Constellation pour 10 millions de mégawattheures d'électricité, dont 4 millions en énergie nucléaire. Constellation, c'est la boîte aussi qui a le projet de réouvrir la vénérable centrale de Free Island. 10 millions de mégawattheures sur 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire parce que, on sait précisément pourquoi aujourd'hui. C'est parce que la RTX 5090 de Nvidia arrive là en janvier, et que donc les capacités de la grille actuelle n'auraient pas été suffisantes pour faire tourner Cyberpunk 2077 en ray tracing mode et 8K. Alors je déconne à moitié parce que le contrat est bien réel, hein. Il reflète d'ailleurs des besoins grandissants aussi à cause de l'IA, mais surtout il se murmure que les prochaines 5090, qui sont fort sympathiques en demeurant, auront quand même des besoins énergétiques significatifs, puisqu'on a eu la keynote Nvidia. Alors je sais pas si les consommations ont été précisées à la keynote, mais la 5090 consommerait jusqu'à 575 watts. C'est encore 125 de plus que la 4090, hein, qui était quand même déjà assez gourmande. La 5080 se contenterait de 360, mais c'est aussi en hausse. Donc on s'achemine vers une carte 5090 qui demanderait une alimentation de 1000 watts sur ton PC pour être à l'aise. Donc là, je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup, quoi. Alors sinon, la conférence, pour le coup, Nvidia a été plutôt réjouissante, parce qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Alors la 5090, comme on l'avait vu dans une multitude de fuites et de rumeurs, elle a 32 Go de DDR7, elle fait 3 slots et demi de large, hein, toujours des gros trucs, 1,8 Teraoctets de bande passante, des octets secondes, hein. Pas moins de 92 milliards de transistors, donc en termes de performance relative, par contre, c'est plus compliqué. Parce qu'NVIDIA a introduit plusieurs nouveautés logicielles aussi. Alors il y a le DLSS 4, il y a Reflex 2, et on a eu un aperçu du Neural Rendering aussi. Alors le Neural Rendering, c'est un truc sur lequel il faudra peut-être revenir en détail quand on aura plus vraiment d'informations dessus. Et puis des tests aussi, hein, quand même pas mal. Mais je pense que l'idée, ça consiste à approximer efficacement les fonctions qui contrôlent l'apparence des surfaces complexes et donc à gagner en temps de calcul sur des surfaces avec des réflexions, des choses comme du velours, disons des rendus un petit peu plus compliqués que les trucs de base. Reflex 2, c'est aussi une bestiole qui est tout à fait étonnante, hein, puisqu'il serait capable d'éliminer les latences. Alors, Reflex, ça existait déjà, et effectivement, le but, c'était de limiter au maximum les latences entre quand tu bouges la souris et quand le truc se déplace sur l'écran. Mais là, l'idée de Reflex 2, c'est d'être proactif, c'est-à-dire, en fait, même si l'image est déjà calculée, et que tu as bougé ta souris, en fait, Reflex 2 va forcer l'image à coller à la position de ta souris. C'est-à-dire qu'elle va la warper, elle va la déformer, réellement. Elle va la bouger et la déformer. Et le truc, c'est que quand elle bouge et qu'elle la déforme, ça veut dire qu'en fait, elle déplace l'image, et que donc il va y avoir des trous. Forcément, puisqu'il y a des trucs qui n'ont pas été calculés, hein. Si par exemple, tu es, quelques millimètres sur la gauche, je veux dire, ok, tu bouges quelques millimètres sur la gauche, sur la droite, il va y avoir un trou. Et donc, comment ils font ? Eh bien, il faut de l'inpainting, c'est-à-dire qu'il y a un modèle de deep learning qui va reconstruire les morceaux d'image qui manquent, les morceaux de pixels qui manquent. Donc, je suis curieux de voir ça en fonctionnement, c'est quand même assez incroyable. Et puis, puisqu'on parle de reconstruction, il y a la star du show qui était le DLSS 4, qui fait comme DLSS 3. C'est un algorithme qui combine donc super résolution et prédiction d'images, sauf que tout simplement, elle en prédit plusieurs.
DLSS 4 prédit 3 images dans le futur. En plus d'augmenter la résolution, ce qui fait que quand tu tournes en DLSS 4, tu as une immense majorité des pixels affichés qui sont pas calculés mais qui sont prédits par la carte. Dans la démo, en fait, il y a 1/16 des pixels qui étaient affichés. Et en fait, un 1/16 des pixels qui étaient affichés étaient juste calculés en 3D traditionnel. Et donc, les 15/16 restants, ils ont été prédits par la carte, par les algorithmes du DLSS 4. Et d'ailleurs, il y a aussi des améliorations sympathiques pour le DLSS 2 et 3, donc en particulier le DLSS 2 passe à l'architecture Transformer, alors qu'ils utilisaient des réseaux convolutifs avant, ce qui améliore sensiblement le rendu, au prix de plus de paramètres et de calculs, mais bon, voilà, les bonnes vieilles RTX 2000 devraient quand même en bénéficier aussi de ces nouveautés dans une certaine mesure, donc les cartes plus anciennes ne sont pas tout à fait oubliées. Et du coup, ça floute un peu les performances, puisque Nvidia annonce par exemple que la 5070 aura les performances d'une 4090, mais pour le prix qu'elle aura a priori, c'est-à-dire $549. Ce qui est techniquement faux. En fait, vous n'aurez le même nombre d'images par seconde que dans les jeux qui supportent le DLSS 4, sur une 5070. Et des jeux, donc sur de toute façon, les 4000 ne supporteront pas DLSS 4, hein. Ce sont une technologie qui est exclusive aux séries 5000, comme le DLSS 3 était exclusive aux séries 4000. Et donc, sur le site de Nvidia, on voit bien qu'entre la 5090 et la 4090, par exemple, le différentiel de performance, il est de plus de 2 fois si on utilise le DLSS 4. Mais sur des jeux qui ne l'utilisent pas, on aura du 1,3, 1,5 fois. Il faudra, et peut-être moins, plus, bon. Il faudra attendre les tests indépendants. Question prix, bon, c'est cher, mais c'est pas aussi délire que ce qu'on aurait pu s'attendre en réalité. Puisque le ticket d'entrée, donc, c'est la 5070 à $549. Ce qui est cher, mais disons à peu près abordable. La 5070 Ti est à 749 et la 5080 à 1000. Après, la 5090 est à 2000, donc c'est vraiment pas cadeau quand même, hein. Bon, la 5090 étant une carte plus professionnelle, on pourrait dire. Pour le coup, Nvidia fait une bonne présentation, mais AMD va avoir quand même fort à faire pour contrer tout ça, parce que on sait qu'ils vont annoncer leur Radeon RDNA 4 avec les RX 9000, qui vont améliorer les 2 points faibles d'AMD face à Intel, qui était déjà le ray tracing et l'accélération de deep learning. Et là, évidemment, avec la 5000, avec la série 5000, ils en remettent une couche, puisque c'est des cœurs de nouvelle génération, hein, autant pour le ray tracing que pour le deep learning. Le FSR 4 devrait l'utiliser, cette nouvelle accélération sur les RX 9000, donc chez côté AMD, hein. Et ce qui fait que le FSR 4 d'AMD devrait se rapprocher beaucoup plus du DLSS en adoptant une attitude deep learning exactement comme chez Nvidia. Et bon, pour finir avec AMD, ils ont aussi annoncé le Z2, donc le successeur du Z1, quoi, hein. Le Z1, c'est les puces qui sont dans les PC/console portables, hein, comme la ROG Ally. Et ça apporte pas mal de confusion, en fait, puisqu'on voit pas trop la différence entre un Z2 et un Z2 Extreme, en réalité. Donc le Z2 Extreme, il est un peu plus puissant, effectivement, donc il paraît plus intéressant. Le problème, c'est que les consommations de toutes les puces, la consommation du Z2, globalement, est en hausse par rapport à celle du Z1, ce qui est quand même inquiétant, parce qu'on parle de machines portables, hein, ça se destine à des machines portables, donc c'est un petit peu étonnant, mais bon. On a un Z2 Go, d'ailleurs, qui est moins puissant et d'une génération antérieure, en plus, mais qui consomme pas beaucoup moins. Donc c'est très bizarre, donc on attend de voir sur quelle machine et qu'est-ce que ça va donner en vrai, quoi. Les prix en France vont de 649 € à 2349 € pour la RTX 5090. La 5090 et la 5080 seront dispo le 30 janvier et les RTX 5070 Ti et 5070 arriveront en février. Pour être complet sur les annonces d'NVIDIA, il faudra écouter aussi l'épisode supplément. On vous parlera un petit peu d'un mini PC un peu particulier, un peu plus cher que le Mac Mini de la part d'NVIDIA. On termine, Guillaume, avec des voitures toujours plus connectées. Alors, ça n'a pas un rapport direct avec le CES, mais puisqu'on parle d'objets toujours plus connectés tout le temps, il y a une news qui m'a marqué. Le 2 janvier, donc, il y a un Cybertruck qui a explosé devant un hôtel Trump à Las Vegas, hein, vous l'avez vu dans les infos générales, mais c'est pas du tout la faute de Tesla, c'est un attentat. Et ce qui est intéressant, c'est que Tesla a fourni aux forces de l'ordre des services qu'ils ont beaucoup appréciés. La police a même remercié Musk nommément, alors que je suis pas sûr qu'il ait lui-même ouvert à distance le Cybertruck, et fourni les vidéos des stations de charge qui ont permis de suivre la piste du terroriste. Mais je veux dire, que la police ait eu des informations pour faire son boulot, en soi c'est cool, là, je peux pas vraiment dire le contraire. Elle a pu avancer plus vite tout ça, et voilà, vu les circonstances très exceptionnelles, ok. Mais quand même, ça nous rappelle de manière très claire que Tesla peut faire absolument ce qu'il veut avec votre voiture. Qu'il peut la localiser où vous alliez, il peut vous filmer avec, il peut vous filmer dedans, il peut filmer votre famille, il peut filmer votre voisin, il peut vous voir en train de fumer une clope pendant la recharge.
ok, est-ce que c'est encore votre voiture? Si le constructeur peut vous immobiliser à distance, vous enfermer dans la voiture, vous traquer, vous interdire la recharge à ces stations, et bientôt, si on en croit les promesses de Musk, hein, il pourra carrément ordonner à la voiture de partir sans toi et de rentrer au garage, voilà, au centre Tesla le plus proche. Et bon, Tesla, c'est pas Apple, hein. Quand il s'agit de collaborer avec la police, Apple, c'est vrai qu'ils refusent ou qu'ils traînent les pieds. Tesla est carrément proactif. Une voiture connectée, managée comme ça, est-elle encore vraiment ta voiture? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Bon, je sais pas, mais c'est quand même assez frappant. C'est quand même une question à se poser, d'autant que la multitude d'informations glanées par ta voiture, sur toi, se retrouve stockée sur des serveurs qui finissent souvent par se faire hacker, et parfois il n'y a même pas besoin. Par exemple, il y a un lanceur d'alerte allemand qui a fourni des informations de géolocalisation sur près de 800 000 véhicules Volkswagen, dont certains politiciens et hauts fonctionnaires, hein, et les données étaient tout simplement en accès libre. Voilà, c'était une board de configuration, le truc était tranquille, quoi. Ouais, c'est open bar. Comment est-ce qu'on peut arriver en 2024, 2024 avec les conceptions de privacy by design, hein, de réfléchir dès le départ à une conception qui respecte la confidentialité des données avec des infos en clair, ça me dépasse. Grosse bourde, ça tu as raison. Dans le cas de Tesla, effectivement, ça soulève plein de questions. On peut évidemment pondérer tout ça en disant que c'est pas parce qu'ils en ont la possibilité qu'ils le font, mais enfin, évidemment, c'est quand même nécessaire de se poser la question. Et d'ailleurs, ça va même au-delà de cet accès logiciel, j'allais dire. Tu sais que, et je l'ai vécu à mes dépens, hein, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis le reconducteur d'une Model 3 de 2021 qui fonctionne toujours super bien. Mais j'ai eu un petit souci sur le pare-brise, Guillaume. Il y a de ça 2 ans, je crois. Et donc, une fissure assez prononcée. Et un pare-brise d'une Model 3, bah, tu peux pas récupérer n'importe quel pare-brise n'importe où. Et les flux sont super tendus. Et évidemment, il faut faire appel à Tesla. Et bah, les délais d'approvisionnement du pare-brise étaient monstrueux. Bah oui, quoi de plus dangereux que de rouler avec un pare-brise fissuré pendant des semaines, voire des mois, en espérant qu'ils te mettent à disposition les pièces. Donc, effectivement, la voiture t'appartient pas sur le plan logiciel et vie privée, mais également sur le plan matériel. Quelque part, tu dépends aussi de Tesla pour son entretien technique. Ça pose la question à tous les niveaux. Je serais mort de rire que le pare-brise doive échanger une signature logicielle avec l'ordinateur central. Comme chez Apple, tu sais. Alors, je crois que c'est numériquement, tout ça. bah, si ça se trouve, c'est le cas. Si ça se trouve, c'est le cas. Bah, ça va. Si vous avez l'info, si vous avez des billes là-dessus, n'hésitez pas à nous éclairer. On va continuer avec une section que tu qualifies toi-même dans le conducteur d'un peu plus conceptuelle, avec, pour commencer, un premier document de recherche pour les Byte Latent Transformers, Guillaume. Oui, alors, effectivement, n'ayez pas peur, mais ça va être conceptuel. C'est vrai, parce que c'est 2025 et on parle inévitablement de ce qu'on attend pour l'année. Hein, on se risque à un petit peu de prospective et on parle beaucoup de multimodalité, d'agents, de raisonnement, tout ça. C'est très classique, hein, pour les mots de 2025, on va dire. Et on va beaucoup en entendre parler, c'est vrai. Il y a eu l'officialisation de O3, hein, ce successeur de O1, qui n'est d'ailleurs pas qualitativement différent de O1, mais qui est quand même franchement impressionnant. Je ne sais pas si vous aviez... vous l'avez pas vu passer au moment du dernier épisode, si? Non, je crois pas. Non, hein. Non, on l'a pas relayé. Non, il a été annoncé dans le. Ouais, il me dans le semble. truc après, C'était le dernier, effectivement. c'était un des derniers trucs. O3, c'est la même chose que Calendrier de O1, l'avant. en tout plus. Voilà, c'est le même principe, mais le modèle est un peu meilleur et surtout on le laisse calculer encore beaucoup plus longtemps et les résultats, d'après OpenAI, hein, puisqu'on n'a pas réussi à mettre la main dessus encore, c'est pas public, d'après les résultats donc qu'ils nous fournissent eux, c'est vraiment très impressionnant parce que non seulement O3 surclasse significativement O1 sur des tâches de programmation complexes, de logique, tout ça, mais surtout pour moi le plus frappant c'est qu'il explose les records sur Frontier Math et ArcGIS. Alors O3, encore une fois, c'est comme O1, c'est un modèle de langage qui réfléchit, voilà, qui va raisonner très 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 longtemps potentiellement. Et Frontier Math, on en avait parlé un petit peu, hein, c'est un ensemble de questions mathématiques, mais de très très haut niveau. Genre vraiment, c'est très dur de les résoudre, même pour des mathématiciens professionnels, ça peut leur prendre des heures, voire des jours d'ailleurs. Et en gros, aucun modèle y parvenait jusqu'à présent. O3, il arrive à résoudre un quart des questions. C'est absolument dingue. Et ArcGIS, on en avait parlé aussi, c'est une sorte de puzzle game, où c'est vraiment un truc avec des petites grilles, avec des petits carrés colorés, c'est une sorte de puzzle game, c'est facile à faire pour les humains. Alors ça prend plus ou moins de temps, mais bon voilà, c'est facile à faire pour des humains, par contre c'est très dur pour les IA. Et au max du max, on était autour de 30% des petits puzzles résolus sur ArcGIS, et O3, lui, arrive à 88%.
Alors, il le fait de manière très inefficace, très inélégante, hein, puisqu'il utilise plus de 1 000 $ en temps de calcul par question, mais il le fait quand même. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui est significatif quand même, c'est donc que ces processus de réflexion semblent quand même marcher. Et bon, si on arrive à les rendre un peu plus efficaces, parce que bon, évidemment, c'est pas du tout rentable, c'est même pas du tout... O3 ne peut pas passer à l'échelle, quoi. Je veux dire, déjà, il paraît que OpenAI perd de l'argent sur le forfait à 200 $ parce que les gens l'utilisent énormément et qu'en fait, ça leur coûte plus cher en temps de calcul, le fait que ce soit illimité, que 200 $ par mois. C'est pour dire à quel point c'est cher, hein, encore. Hein. Donc, au niveau de la durabilité du modèle, il y a probablement des enjeux encore, il y a beaucoup d'enjeux. Mais bon, pour le futur, et pas nécessairement pour cette année, hein, on commence à entrevoir une piste pour aller plus loin. C'est-à-dire pour aller plus loin que les modèles de langage, tout simplement, dont on vous parle, de vous rebat les oreilles hein, depuis 2 ans. J'ai regroupé 3 articles hein, qui illustrent cette tendance, alors de manière plus ou moins marquée, et chacun à sa façon, pour aller plus loin finalement que le langage. Et alors c'est assez marrant, hein, ce sont que des articles de FAIR, des laboratoires FAIR de Meta. Il y a même l'un d'eux qui est fait en collaboration avec l'INRIA. Et donc, pour aller plus loin, pour aller au-delà des modèles de langage, ce qu'ils font, c'est des modèles de concept. Oui, parce que bon, à bien y réfléchir, qu'est-ce qui est gonflant dans les modèles de langage ? C'est le langage. Oui, le langage, ça sert surtout à communiquer, mais on n'a pas forcément besoin de mots pour penser. Et surtout, on ne pense pas mot à mot, comme le font actuellement O1 et O3. Alors, pour diviser les phrases comme on le fait, pour pondre les mots ou des morceaux de mots à part les uns après les autres, comme ça, c'est pas forcément idéal. Donc, le premier article de cette série, en fait, alors, c'est... oui. Enfin, finalement, je vais parler de Coconut avant, pardon. Donc, pas de Byte c'est pas dans l'ordre du conducteur, mais c'est pas grave. Oui, de la part de Meta. Oui, et au passage, juste avant que tu nous racontes Coconut, j'ai évidemment consulté le document, j'ai lancé la vidéo et j'ai été surpris au passage de voir que la voix off était en français. Mais évidemment, c'était une voix off en français, traduite automatiquement par IA. Donc, il y avait une espèce d'inception d'IA dans cette histoire. Bref, excuse-moi. Oui, tout à fait. Mais le troisième article, le dernier article, lui, il est fait en partie en France. De toute façon, il est fait en partie par des Français. Et d'ailleurs, il y a des Français d'ailleurs, qui travaillent il y a beaucoup de Français qui travaillent à faire, hein, de toute façon. Et donc, à l'INRIA. Alors, le premier article, effectivement, de cette série s'appelle Coconut. Donc, c'est une méthode qui s'appelle Coconut. Et Coconut, c'est Chain of Continuous Thoughts. Donc, une chaîne de pensée continue. Et donc, Kesako, donc que ça. Alors, la chaîne de pensée, c'est pas bien sorcier. On a déjà parlé moult fois. Une chaîne de pensée, c'est juste quand vous faites votre raisonnement, finalement, comme ça, hein, vous déroulez votre raisonnement. On demande, ou on force, par entraînement, un modèle de langage à développer son raisonnement très longuement, à explicitement donner ses réflexions, ses arguments, puis à revenir dessus, à vérifier, etc. Bon, à imiter un petit peu le processus de raisonnement humain hein, sur les questions compliquées. Mais bon, à la base, le LLM, il continue de pondre des mots, à profusion, hein, chaque mot étant une passe dans le modèle complet. Parce qu'on rappelle comment ça marche, hein, on a un texte, hein, un texte de départ, donc voilà, où il y a la question, tout ça, là. Et ce texte, il est transformé, encodé en une suite de nombres qui vont passer à travers plein de couches successives, et ça va faire plein de calculs, hein, et tous ces nombres, ils vont être transformés un petit peu à chaque fois, par chaque couche successive. Et puis, à la dernière couche, on a le résultat, et puis ce résultat, il est pris pour choisir le mot qu'on va rajouter à la fin du texte, et on refait pareil, et encore, rebelote. Bon. La chaîne de pensée, cette réflexion entre guillemets profonde, va donc contraindre essentiellement à faire plein de passes dans les couches. On va faire plein plus de calculs, en fait, autant que de mots. Et il y en a beaucoup des mots, donc on va faire beaucoup de calculs, le modèle est super bavard. Mais le truc, c'est que limite, on s'en fout de tous ces mots. Parce que c'est le résultat, nous, qui nous intéresse. Et l'idée de Coconut, c'est de conserver le processus de réflexion en interne. Donc le texte est encodé en une suite de nombres, qui est une représentation interne déjà propre au modèle, une représentation qu'il a appris tout seul, hein, et qu'il a structurée tout seul pendant son entraînement. Coconut va permettre au LLM de réfléchir en utilisant uniquement cette représentation. Il va pas pondre les mots, il va juste boucler, comme ça, il va juste boucler dans ses couches, et il va faire la réflexion en interne. Durant toute cette phase de réflexion, il va zapper le processus de décodage du mot, tout ça, il va rien produire, il va juste réfléchir en interne. Et après, évidemment, une fois qu'il aura terminé, il va dire j'ai terminé, et puis là, on le saura, puisqu'il y a un token, voilà, il émet un token, j'ai fini. Et puis donc là, par contre, on décode la truc. Donc en fait, il a un token nouveau, qui est un token je réfléchis. À partir de là, on laisse tourner en boucle tout seul en interne. Et après, il a un token j'ai fini, et puis là, tu décodes la réponse affichée. Et conceptuellement, c'est assez fort finalement, parce que le processus de réflexion ne se fait plus mot à mot. Il se fait dans un espace mathématique continu, d'où les pensées continues du Coconut, hein, et cet espace continu, c'est l'espace mental du modèle.
Alors, ils ont fait des tests sur un petit modèle qui se comporte de manière assez compétitive, mais qui n'est pas toujours meilleur qu'un simple LLM qui ferait du raisonnement. Par contre, il y a un domaine où il est toujours meilleur, c'est la planification. Donc Coconut, il est nettement meilleur quand il doit faire des plans à plusieurs étapes, à plein d'étapes, ou qu'il doit suivre des graphes, quand il y a des liens complexes entre les concepts et qu'il doit suivre des graphes complexes comme ça de liens, il est meilleur à ça. Et il est probable que ce soit parce que son mode de pensée est moins séquentiel finalement. Une chaîne de pensée standard, c'est purement séquentiel. Quand un truc est décidé, tu reviens pas vraiment dessus. Enfin, tu vois, c'est un mois après l'autre et voilà, ça va toujours vers l'avant. Coconut, lui, réfléchit dans un espace multidimensionnel et donc il est capable de conserver plus de potentialités plus longtemps. Donc Coconut, c'est une preuve de concept, il montre que le futur des modèles de langage peut-être doit aller au-delà des mots, en quelque sorte, que les mots, c'est juste un moyen de communiquer avec l'utilisateur, mais que finalement, le modèle n'en a pas besoin pour réfléchir. Ok, hyper intéressant du coup de voir que ça avance dans la recherche. J'avoue que moi j'avais essayé de digérer la vidéo, le document de recherche. Je préfère ton explication, elle est beaucoup plus accessible, Guillaume, au passage. Donc merci beaucoup. Et ça nous amène du coup au Byte Latent Transformer. Oui, le deuxième article, il essaie une nouvelle recette qui est le BLT. C'est bon le BLT, la salade et la tomate, c'est le parfait contrepoint du bacon, c'est pas mal. Non, mais là effectivement BLT c'est le fameux Byte Latent Transformer et franchement c'est vrai que c'est pas très limpide de ce que ça veut dire Byte Latent Transformer. Non, à chaud, pas évident. Alors l'idée pourtant est relativement simple, c'est-à-dire que les mots sont pas forcément la meilleure manière de représenter un texte pour un modèle de langage parce que décidément, tous les mots ne se valent pas. Ça nous emmerde. Mais carrément. Et c'est vrai que tous les mots ne se valent pas. En quelque sorte, dans une phrase, on a des mots qui sont des mots qui sont très importants, évidemment, qui portent le sens de la phrase, les mots principaux, mais on a aussi des mots qui sont plus là pour remplir, quoi. Et en fait, c'est assez simple. Non, par exemple, mais en fait, c'est assez simple de le conceptualiser parce que au plus un mot dans une phrase est prévisible, au moins il est porteur d'informations. Parce que l'information, c'est la surprise. Si quand je vous parle, vous êtes capable de prédire vous-même ce que je vais vous dire, vous allez vous endormir, tout simplement. Parce que ce que je dis n'a pas d'information pour vous, vous le savez déjà en gros. Au contraire, si j'introduis la surprise, si je dis saucisse cocktail permis de conduire un canard WC, là, c'était totalement imprévisible. Ou alors vous êtes vraiment très fort. On dit qu'une suite de mots à faible entropie... Ceux qui ont prédit, dénoncez-vous sur Discord, s'il vous plaît. Donc on dit qu'une suite de mots a une entropie faible si tu peux la prévoir facilement, et donc elle a une entropie forte dans le cas contraire. Et ça marche pareil pour les la griffe au chat, elle est beaucoup plus facile à prévoir que le canard WC, quoi, effectivement. Exactement. Et ça marche pareil pour les octets et pour les lettres d'une phrase aussi. Les lettres aussi, c'est pareil. Il y a cette histoire de... il y en a qui sont plus faciles à prédire que d'autres et donc qui portent plus d'informations ou plus ou moins d'informations que d'autres. Et l'idée du BLT, c'est de laisser un modèle de langage spécialisé dans les lettres plutôt que les mots faire un découpage des phrases. Donc les blocs sont découpés en fonction de leur entropie. Et donc les blocs de lettres qui sont donc de faible entropie ensemble sont regroupés et séparés par des sauts d'informations comme ça. En fait, le saut se fait quand il y a de la surprise, quelque part. Donc au lieu d'entraîner un LLM normalement sur des phrases et des mots, enfin sur des mots surtout, on le fait sur des suites de blocs d'informations. Ces blocs sont encodés et décodés par un autre modèle, un modèle auxiliaire. Et le LLM, lui, il va parler un autre langage. Le LLM, proprement dit, il va pas parler le langage humain, il va parler un langage qu'il aura choisi lui-même et qui va manipuler ces blocs d'informations. Alors, comment ça marche en pratique ? Le chercheur de fer montre que sur un petit modèle, alors c'est encore de la recherche là encore, ça marche pas mal. Ça marche pas vraiment mieux tout le temps, mais il y a un avantage, c'est que ça pourrait coûter moins cher. Parce que comme le LLM ne manipule pas des mots, mais des blocs, il peut représenter des phrases entières de manière beaucoup plus compacte. Et finalement, manipuler des trucs encodés comme ça, plutôt que du langage brut, c'est plus efficace. Conceptuellement, c'est un peu comme si le LLM manipule du texte déjà compressé. Parce que finalement, un compresseur anthropique, c'est un petit peu ce qu'il fait aussi. Et en réalité, le compresseur anthropique utilise un prédicteur aussi. Conceptuellement, c'est un peu la même chose. Donc c'est un petit peu comme si on eût fabriqué un LLM qui manipule du texte déjà compressé, et donc il y a une grande efficacité à ce genre de truc. Donc c'est une première, c'est une deuxième illustration même, d'un modèle de langage qui n'utilise pas le langage humain, en tout cas pas le langage humain brut. Il y a un encodeur devant lui qui manipule, et lui ne manipule jamais de texte directement, il se fait sa propre représentation. Donc on va aller continuer à chercher l'économie d'énergie, on le sent venir, gros commis de maison. Ça va être la tendance que tu avais déjà commencé à dessiner dans les évolutions des intelligences artificielles, et ça va se confirmer, ça se confirme là. Ce qui est gonflant dans les modèles de langage, c'est le langage. Moi je pensais que c'était les mots, mais tu voulais revenir là-dessus.
Oui, alors là, on va parler du 3e article. Donc, les 2 premiers articles dont on vient de parler montrent qu'on peut s'affranchir des mots dans les modèles de langage. Et si on fait ça, qu'est-ce que ça devient finalement? Si on s'affranchit des mots, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un modèle de concept. Et c'est le sujet de ce dernier article qui est fait en collaboration avec l'INRIA et qui parle des LCM pour Large Concept Models. Donc LCM, il prévoit pas le prochain mot, il prévoit le prochain concept. Après une suite de concepts, il prévoit le prochain concept. Et ce concept est traduit en mots par un autre modèle, ou une autre IA si vous voulez. Un petit peu comme avec la méthode BLT dont on vient de parler, qu'on vient de voir. Dans une certaine mesure, le principe c'est un peu le même. On traduit les mots en concepts abstraits, sous forme de représentation mathématique, et le modèle, donc, de langage, entre guillemets, il est entraîné sur ces concepts et pas sur le langage brut. Toute la question, c'est celle de générer l'espace des concepts à partir de celui du texte. Alors, avec le BLT, dans l'article précédent, on avait une vision très théorie de l'information. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est universel, mais c'est pas forcément sémantique. Et nous, on aimerait un espace de concepts qui rejoigne un petit peu les nôtres, c'est-à-dire... en fait, il y a autant de langues... il y a plein de langues dans le monde, voilà. Il y a autant de manières que de langues d'écrire « je mange une banane ». Mais le sens est toujours le même. Je mange toujours une banane. Peut-on représenter de manière unifiée « je mange une banane » et traduire cette représentation ensuite en langage humain, quelle que soit la langue d'ailleurs? En fait, oui, bien sûr, parce que c'est exactement ce que font les traducteurs automatiques. Quand vous utilisez un logiciel de traduction, il fait pas ça mot à mot, il fait phrase à phrase. Il prend une phrase en allemand, de Ich esse eine Banane, voilà. Oh la vache. Il la projette dans un espace mathématique qui encode le sens. Celui que le sujet se fait un casse-croûte avec un fruit avec une forme rigolote, voilà, et jaune. Et puis il prend ce vecteur, il le décode en mots français qui fait « je mange une banane ». Cette représentation intermédiaire, elle a encore le sens, mais elle est totalement indépendante de la langue. Elle a été structurée par apprentissage sur des milliards de phrases de toutes les langues. Et donc il y a plusieurs logiciels qui font ça. En particulier, il y en a un qui s'appelle Sonar, qui est un encodeur de phrases qui supporte 200 langues. Donc c'est super, parce que donc, du coup, on n'a plus qu'à mettre Sonar devant et derrière notre LLM, qui devient du coup un LCM, puisque le modèle d'IA qui sera après Sonar ne verra jamais de mots. Il ne verra que des concepts, il va travailler dans l'espace Sonar. Et puis Sonar se chargera de traduire les concepts qui ont été prédits par le modèle, il va les traduire en phrases, et puis ces phrases, elles pourraient être dans n'importe laquelle des 200 langues qu'il connaît. Donc le LCM lui-même, il n'est pas polyglotte. Il va pas parler plusieurs langues, lui. Le LCM, il va parler Sonar, et uniquement Sonar. Il va raisonner en concept, mais il va pas parler le langage humain. Le système, c'est le système lui-même, Sonar plus LCM, qui lui, par contre, va parler toutes les langues. Et c'est une approche qui est formidablement puissante, parce qu'on va découpler le modèle prédicteur du modèle de représentation. Sonar est polyglotte, donc le système lui-même est polyglotte, automatiquement et sans entraînement spécifique. Mais Sonar, il supporte aussi le son en réalité. Il supporte la parole et la synthèse il comprend les mots, le son. La parole, donc, et du coup, le LCM, le système avec le LCM, il peut aussi comprendre le langage oral, sans effort. Et d'autres modalités peuvent être intégrées, ça le sera sans doute d'ailleurs à un moment donné. Donc, le modèle de raisonnement et celui de représentation sont développés indépendamment, et donc ils peuvent évoluer ensemble, de front. Et comme le LCM produit des concepts à partir de suites de concepts, il ne produit pas des mots, mais en fait, on va produire phrase à phrase, quelque part. Chaque concept pondu par le LCM, il sera produit par une phrase entière. Et donc, du coup, on pourra sortir beaucoup plus vite les mots, puisque on va sortir phrase à phrase au lieu de mot à mot. Donc, ça va aller beaucoup plus vite, et ça va consommer aussi moins de mémoire au niveau du contexte. Donc, tout ça est fantastique, mais en pratique, évidemment, c'est pas si simple à mettre en œuvre, puisqu'il faut préparer un tout autre dataset pour un LCM par rapport à un LLM. Il faut segmenter le texte, qui est extrêmement varié et très éclectique et très bordélique, le passer à Sonar, qui va créer une énorme banque de concepts, et entraîner le LCM à prédire les concepts. En pratique, on va se limiter simplement, du coup, pragmatiquement, à encoder des phrases courtes, des phrases de longueur fixe, avec Sonar, et on va entraîner un transformer à prédire les phrases qui suivent, concrètement, mais dans l'espace Sonar. Et c'est Sonar qui va encoder et décoder les trucs, pour qu'on puisse parler au LCM, sinon, évidemment, on ne peut pas lui parler. Le fait que les phrases soient courtes et de taille fixe, c'est déjà une grosse limitation, pour le coup. Les auteurs explorent plusieurs architectures possibles pour les LCM, d'ailleurs. Sur des tailles relativement petites, on obtient des résultats qui sont pas si ridicules, mais qui sont pas encore au niveau des LLM actuels, qui pour eux, de leur côté, si tu veux, ont atteint un très haut degré de maturité aujourd'hui. Donc c'est pas très étonnant que le tout début, ils sont pas déjà complètement au taquet, quoi. C'est un travail de recherche, on n'est pas en train de parler d'un produit qui va sortir dans l'année, c'est pas le cas.
Pour vous donner une idée, je pense qu'on parle d'un truc qui est comme si on parlait de GPT-1, peut-être de GPT-2. Voilà, c'est prometteur, mais c'est pas ChatGPT. Voilà, il faudra encore du travail, beaucoup de travail. Il y a du boulot sur les LCM eux-mêmes, il y en aura à faire, mais aussi, il y aura aussi du boulot sur les encodeurs de concepts. Parce que Sonar, il est puissant, d'ailleurs c'est un modèle open source, hein, mais il est aussi un peu fragile. Parce qu'il a l'habitude de voir des phrases bien formées, hein, si tu as un dataset pompé sur Internet avec un peu n'importe quoi, des balises HTML, des morceaux de métadonnées ou de mise en page, il va pas être content. Donc il va projeter ça un petit peu n'importe où, ça fait du bruit, et ça nuit aux performances de l'ensemble, quoi. Donc c'est pas pour cette année, mais le concept de modèle de concept, hein, si j'ose dire, il est très prometteur, et on sent bien que cette histoire de toujours tout faire un mois après l'autre, et toujours vers l'avant comme ça, c'est un peu artificiel, et il est probable que passer à un espace mental plus abstrait pour être la clé vers des IA beaucoup plus performantes. Ouais, j'allais te poser la question du Saint Graal qui peut être espéré avec ces évolutions-là. Tu réponds clairement, c'est la performance. J'imagine l'efficience aussi probablement à terme, ou au contraire, d'un point de vue énergétique, est-ce qu'on n'est pas en train de rajouter une couche supplémentaire, ou est-ce qu'au contraire on optimise les choses? Ça change rien pour toi sur la base des fonctionnements actuels? C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas quelle taille devront avoir les LCM pour être compétitifs avec les LLM. Étant donné qu'il y a une partie étant donné que le boulot est en partie découplé, tu vois, puisque effectivement le Sonar fait une partie du boulot que le LLM fait en réalité, tu vois. Mais c'est juste qui permet de passer à un niveau d'abstraction plus important pour le cerveau du milieu, quoi, quelque part, hein. Donc on va dire que le cerveau a plusieurs hémisphères désormais, et puis qu'il y en a une partie qui fait un travail très spécifique, et que le raisonnement plus abstrait est donné au LCM, au milieu. On ne sait pas vraiment à quel point il faudra aller très loin pour atteindre les mêmes performances qu'aujourd'hui. Donc c'est assez difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, a priori, produire des phrases par bloc, bah, ce sera sans doute plus efficace que de produire des mots ou des morceaux de mots mot à mot, petit à petit. Évidemment. Quoi. Ouais. On va surveiller ensemble et puis on va constater ensemble les effets sur les évolutions de l'intelligence artificielle, au point que, et c'est peut-être la vision un petit peu plus pessimiste et sarcastique des choses, que ça pourrait faire évoluer un petit peu des formats économiques qu'on connaît bien sur les échanges en ligne grâce au numérique aujourd'hui. Et tu voulais aussi relayer cette vision, portée notamment par la présence de ces personnages eux-mêmes propulsés à l'intelligence artificielle, honteusement diffusés par Meta sur les réseaux sociaux. Oui, parce que tout ça, c'est excitant et inquiétant. On parle d'IA encore plus performante pour le futur, et on parle de Microsoft qui envisage d'investir 80 milliards dans les 6 mois. C'est Brad Smith qui dit ça, hein. Et on peut quand même se poser des questions sur comment seront utilisés ces supermodèles d'aujourd'hui et de demain, hein, parce que parfois les prévisions laissent perplexes. Tu vois, Meta est à fond dedans. On vient de voir tout ce que ces chercheurs faisaient vraiment feu de tout bois. Et pourtant, ils ont quand même des projets bizarres. On se souvient de la tentative d'introduire les chatbots des célébrités, hein, comme Snoop Dogg ou Kendall Jenner. Tentative qui fut un énorme échec. Ils ont été virés moins d'un an plus tard. Beaucoup n'en avaient pas conscience d'ailleurs, mais fin 2024, il y a d'autres faux profils qui ont été introduits avec des images génératives, hein, donc des fausses photos de profil, des fausses bios, et même des fausses photos d'œuvres de charité. Il y a une meuf, Liv, qui n'existe pas, qui récoltait des manteaux pour l'hiver pour des nécessiteux. Je veux dire, rien ne va dans tout ça, quoi. Donc, ces faux profils viennent d'être virés d'Instagram par un tollé général, mais c'est pas un bug. En fait, la présence de faux profils, ça semble être une feature du futur. Connor Hayes, donc vice-président de l'IA générative chez Meta, confie au Financial Times que oui, des faux comptes Instagram et Facebook, avec leur propre petite vie artificielle, il y en aura des centaines de milliers sur le réseau. Et que ça sera super. Que ça va attirer les jeunes utilisateurs, mais pourquoi ? Alors que les bots ont toujours été considérés comme un fléau sur les plateformes, Meta va en introduire en masse lui-même. What the fuck ? Donc les intentions des plateformes peuvent paraître bizarres, mais il y a plusieurs possibilités et elles convergent vers un idéal, si j'ose dire, qui fait quand même un peu froid dans le dos, hein. Puisque les utilisateurs qui sont fatigués peut-être d'interagir avec des vrais gens pourront quand même rester sur la plateforme pour discuter avec des bots sympas et intelligents, hein, ça va les changer. Et entre les assistants et les bots un peu partout, on aura du coup 1000 occasions de se faire des amis, des machines, hein, auxquelles on va parler un petit peu de tout et de rien régulièrement, des machines qui vont donc avoir l'occasion de nous connaître encore beaucoup mieux à travers ce qu'on va leur dire, tout simplement, et comment on va réagir à ce qu'elles nous disent qu'avec les signaux actuels. Donc les cookies, c'est bien, mais discuter autour d'une boîte de cookies, c'est mieux pour se connaître en profondeur, tu vois. Et non seulement ces machines pourront nous connaître, mais elles pourront nous influencer. On leur parle, mais elles répondent. Nos personnalités, nos informations, mais aussi nos intentions deviennent donc digitalisables et commercialisables.
Il y a un spécialiste de l'éthique de l'université de Cambridge qui prévoit la transition de l'économie de l'attention vers l'économie de l'intention. Les interactions avec les bots permettront d'entrer dans une nouvelle phase, celle où on pourra acheter et vendre des comportements, des intentions, des projets, de l'influence. On est très prévisible. Alors pourquoi ne pas commercialiser ça? Comme sur les bourses de pub actuelles qui vendent du ciblage, on pourra rajouter des produits supplémentaires comme ça. C'est du Black Mirror, pour l'instant, mais plusieurs grosses boîtes s'y intéressent déjà de très près. Il y a le PDG de Shopify qui a mentionné explicitement que le but était de deviner les intentions des clients. Il y a Nvidia et OpenAI qui ont déjà des projets pour avoir des datasets d'intention et de désir. Et aussi, Apple est aussi intéressé par deviner ce que ses clients feront dans le futur. D'ailleurs, qui ne l'est pas? Et ça peut être utile d'ailleurs, ça peut être utile dans une multitude de situations. Le souci, c'est que si c'est pas encadré, ça peut très vite partir en couille. Évidemment, on peut se dire que c'est tellement important que ça sera fait sérieusement en temps utile. On peut l'espérer, mais quand on voit comment sont traitées les données personnelles aux États-Unis, déjà, c'est modérément rassurant. Meta au passage, je fais juste une petite parenthèse pour prolonger les relais sur le fait que ils ont annoncé là aujourd'hui la fin du fact-checking qui était en place chez Facebook. C'était pas Facebook qui fact-checkait, il y avait un dispositif partenaire et ils y mettent fin et ils disent qu'ils vont adopter un dispositif tel que X avec les notes de communauté. Donc, est-ce que demain, on aura des avatars IA qui viendront apporter des notes pour pondérer les propos des humains, telles des notes de communauté? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, Guillaume, tu as pris la casquette du rédacteur en chef d'un magazine Science et Vie de cette semaine et tu voulais nous parler de plusieurs sujets. C'est vrai que c'est tout à fait des trucs qu'on imagine bien sous la forme d'articles de plusieurs pages dans un magazine Science et Vie. Le premier, Guillaume, c'est de l'archéologie portée par la technologie. Ben oui, écoute, oui, c'est un truc plus réjouissant quand le deep learning est en train de révolutionner l'archéologie. C'est vrai depuis 2017, quand un ingénieur de chez DeepMind a utilisé des neurones, mais pas les siens, pour déchiffrer un vieux texte grec mal conservé retrouvé en Sicile. Ça a été la naissance de Pythia, qui a correctement prévu la majorité des lettres de ces manuscrits de 2000 ans. Bravo. Il y a un modèle suivant, Ithaka, qui a fait encore mieux, et qui donne même des suggestions sur la date et le lieu d'écriture, et Ithaka devine correctement 62% du temps, et les experts avec Ithaka atteignent 72%. Et d'ailleurs, l'origine géographique est correcte à 71%, et la date est bonne à 30 ans près, et Ithaka est complètement gratuit, donc si vous avez du vieux grec à restaurer, foncez. Ah bah écoute, ça tombe bien, j'en avais une pile derrière moi, je me demandais comment j'allais pouvoir faire, c'est bien ça. Okay. Autre réussite, la traduction d'une masse énorme de vieilles chroniques coréennes, écrites en caractères chinois, donc le hanja, donc à l'époque où on écrivait le coréen avec des caractères chinois, une performance parce qu'évidemment il y a très peu d'exemples de couples textes hanja coréen moderne. Et donc, ils ont utilisé d'autres langues intermédiaires. On a pu faire une traduction raisonnable du règne de 27 rois sur des centaines de milliers d'articles, un truc qui a pris des décennies à plein de spécialistes, quoi. Mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est celui des manuscrits cramés d'Herculanum. Donc, c'est des parchemins enroulés et cramés qui ont 2000 ans. Et bon, évidemment, c'est délicat à traduire, des parchemins enroulés et cramés. Tu peux même pas les dérouler parce qu'ils tombent en poussière. Tu les touches, ils tombent en poussière, les trucs. Première étape, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une tomographie pour avoir des images des couches internes et à la main, tu réorganises les sections et tu les aplatis virtuellement. Bon, quand il y a une centaine d'épaisseurs, déjà c'est le fun, mais bon, même déroulé virtuellement, mais il est toujours cramé ton truc. Comment tu fais? Mais ta chance, c'est que les parties avec de l'encre sont pas exactement cramées pareil. Il y a une différence qui est ultra subtile dans le relief. Et il y a une équipe qui a réussi à exploiter ça avec une architecture de transformer qui est utilisée pour la vidéo. Donc qui est utilisée pour traiter de la vidéo, normalement, ce truc traite de la vidéo. Et donc, en fait, il repère les corrélations spatio-temporelles. Il est habitué à faire... on peut l'entraîner pour repérer les corrélations spatio-temporelles. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a utilisé en 3D, donc on a viré une dimension spatiale. Par contre, au lieu de mettre la profondeur... il l'a utilisé en 3D dans le sens où, au lieu d'utiliser les 2D et le temps, on va utiliser la 2D et la profondeur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, on utilise les corrélations donc, entre l'espace et la profondeur. C'est en ça qu'il est 3D. Et c'est quasi magique parce qu'ils ont réussi à retrouver la forme des lettres. Ça a été restauré. Et donc ça ouvre la voie à la lecture de plein de rouleaux qu'on ne peut pas ouvrir, et de plein de trucs tellement dégradés qu'on n'avait aucun espoir de les déchiffrer. Donc c'est une espèce de bibliothèque illisible, quoi. Donc ça nous permettra de récupérer une grosse masse d'infos sur le passé aussi. Est-ce que tu connais le manuscrit de Voynich? Oui, bien sûr. Et je me demande s'il n'arriverait pas à interpréter profondément le sens
Si c'est À pas une supposer que vaste ce soit blague. pas, hein, ce voilà, à truc. supposer que ce soit pas juste un troll. Moi, je reste convaincu que c'est un des plus magistraux trolls qu'il y a pu y avoir, mais va savoir. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose grâce aux IA. On continue avec, le fonctionnement de notre cerveau. Guillaume, je sentais bien que j'avais du mal à faire du multitâche. Tu vois, la bande passante de mes réflexions n'est pas énorme. Là, tu vas mettre des chiffres derrière tout ça. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on utilise parfois cette expression, tu sais, on va à la vitesse de la pensée. Ça va à la vitesse de la Oui. pensée. Ça exprime que c'est très Ouais. rapide, que c'est fulgurant. Sauf que Ouais. la pensée, elle va à quelle vitesse, en fait? Eh bien, justement, la vitesse de votre cerveau a été estimée par 2 chercheurs de Caltech, et ils l'ont évaluée à 10 bits par seconde. C'est pas beaucoup. Voilà, vous avez bien entendu, hein, c'est bits comme dans Nintendo 8 bits, hein, c'est vraiment ça. Oui, bien entendu. Sauf que là, Les c'est 10 blagues. bits, et donc ça fait que vous traitez en moyenne 4,5 kilooctets par heure. Alors, ça peut paraître absurde, et il faut bien préciser de quoi on parle. Il est clair que notre cerveau, dans son ensemble, traite énormément plus que ça. Et les influx nerveux qui viennent de nos yeux, de nos oreilles, de nos muscles, de la moelle épinière, tout ça, c'est des gigabits par seconde. Mais tout ça, c'est des signaux qui ne sont pas traités de manière brute par notre conscience. On n'est pas conscient de chaque impulsion, de chaque nerf qui nous arrive pourtant au cerveau. Nous, de manière consciente, on traite une version ultra filtrée de tout ça, une version de haut niveau, en quelque sorte, abstraite, et dans notre monde intérieur, dans lequel on produit des pensées, des mots, des raisonnements, c'est à cette vitesse qu'on va. Parce que oui, à quelle vitesse vous produisez des mots, en fait? À quelle vitesse vous tapez des mots sur votre clavier? C'est à peu près 120 mots par minute, ce qui fait 2 mots par seconde. Alors ça peut paraître plus que 10 bits, quoique pas énormément plus, mais il faut se souvenir que le langage est très redondant et qu'en anglais, on peut tout coder avec un bit par caractère en moyenne. Si on prend une longueur de mot moyenne de 5 caractères, on y est. Ok, le clavier, d'accord, c'est pas naturel, mais la parole alors? Ça va plus vite, non, de parler? Disons qu'on recommande dans les 160 mots par minute pour être bien compréhensible, ce qui revient à 13 bits par seconde, c'est-à-dire guère plus. Mais c'est pas possible, il doit y avoir des moyens d'agir plus vite. Prenons Tetris. Si on prend Tetris, les inputs que vous faites à Tetris, si on les prend en moyenne, les inputs que vous faites à Tetris, ça représente 7 bits par seconde. Les athlètes de StarCraft, c'est 10 bits par seconde. Et si on mesure la mémorisation, alors, si on mesure ce qui rentre plutôt que ce qui sort, ça a été fait. Il y a des exercices de mémorisation par des pros qui mémorisent des chiers de nombres binaires ou des jeux de cartes, l'ordre des cartes dans un jeu de cartes. Et là, si on regarde le temps qu'ils mettent à rentrer et à sortir les résultats, on est entre 5 et 17 bits par seconde. Donc, putain, mais manger une raclette et discuter en même temps, ça sature complètement notre capacité de réflexion. Alors, la mienne, en tout cas, oui. Surtout la raclette. Donc 10 bits par seconde, c'est une moyenne, c'est un ordre de grandeur, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très très loin des gigabits par seconde qui viennent de la perception. Notre conscience, en quelque sorte, est lente, très très lente en comparaison même de quoi que ce soit d'électronique, parce qu'un antique Z80 de CPC traite les informations 100 000 fois plus vite. Alors, ça fait quoi d'être ridiculisé par un CPC? Les boules, hein? Attendez, c'est pas fini, parce que si on se base sur cette estimation, quelle est la capacité de stockage de notre cerveau? Parce que 10 bits par seconde, 24 heures sur 24 pendant 100 ans, ça fait presque 4 gigaoctets. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je peux vous copier sur une clé USB et que vous occupez moins de place qu'un épisode de HPI en 4K? Peut-être. C'est rassurant. Ça paraît fou, et pourtant, finalement, le monde qui nous entoure, à notre échelle, change pas si vite que ça. Et 10 bits par seconde, c'est au max, hein. Souvent, il se passe que dalle d'intéressant. Je sais pas, imagine, t'es dans la savane, un jour peinard, un jour chaud mais pas trop, tu vois, mois d'avril, t'es chill. Bon, t'as même pas forcément besoin de 10 bits par seconde, hein, honnêtement. Alors encore une fois, ça concerne nos processus conscients. Ceux inconscients, je sais pas trop, mais de toute façon, cette immense différence de vitesse de débit entre le cerveau du dehors, qui traite les infos brutes des capteurs, et qui est massivement parallèle, et celui du dedans, qui range très très pépère ses idées, qui fait une seule chose à la fois, c'est un vrai mystère. Et le filtrage qui est fait, par contre, est vraiment incroyablement efficace. Et tu sais que, quelque part, ça me permet de mieux dimensionner les perspectives qu'il peut y avoir à connecter le cerveau et la machine. Tu sais, on parle des Neuralink et des dispositifs de ce type-là. Si on connecte notre cerveau à une machine, la machine va s'emmerder. Hein. Et voilà. Ah oui, mais par contre, si on connecte notre capacité de raisonnement telle que tu viens de le décrire à la machine, là, on est d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à lui envoyer, en fait, non? Si. Ça fait partie de ce qu'ils disent dans l'article. C'est-à-dire, ils disent que, effectivement, Musk a dit, oui, je veux connecter le cerveau à haut débit pour qu'on puisse accélérer la pensée, tout ça, pour Bon, ouais. En vrai, non. En vrai, on est fait pour fonctionner à une vitesse très, très lente, intérieurement, et que si tu te connectes à ça, tu fonctionneras à une vitesse lente, et puis c'est tout. Ouais, ok. Ça confirme. Bon, écoute, ça m'explique en tout cas pourquoi, effectivement, il y a plein de situations où j'arrive pas à multitasker. Finalement, j'aurais un chiffre maintenant à mettre derrière ces capacités de raisonnement. On est tous des processeurs, on est tous monoprocesseurs. C'est-à-dire on est monocœur. Quel enfer. On a un système comme les vieux 386, comme tous les processeurs.
on a le système de changement de contexte. Donc on peut changer de contexte, mais comme les microprocesseurs, changer de contexte pour permuter les tâches, c'est coûteux. Ça coûte de l'argent de permuter les contextes. Et donc, c'est pour ça que quand on change nous aussi de tâche, c'est coûteux et ça nous prend du temps, de l'énergie, et que c'est inefficace en fait. Il faut se concentrer. Bon, écoute, ça rend d'autant plus incroyable notre capacité, je trouve, à jouer à des jeux vidéo, par exemple. Mais bon, enfin, excellent. On a des chiffres, et puis on va terminer, Guillaume, puisqu'on aime bien dans Tech Café de temps en temps parler d'espace. Mais c'est aussi rigolo parfois de se tourner sous l'eau. Tu nous y amènes assez régulièrement, Guillaume, même si on n'a pas de brevet de plongée. Et là, je ne sais pas si on en aura besoin, mais probablement, j'ai l'impression, pour accéder à des stations sous-marines. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir vu Abyss et trouver ça cool. Mais c'est moi j'ai cas, vu. Hein. Je suis même assez vieux pour avoir vu les documentaires du commandant Cousteau. Donc, Ah, moi aussi. Voilà. Je m'endormais un peu dessus. Mais... Non, mais c'était prévu. Et... non, mais t'as vu la musique, c'était prévu. Et puis le ton de Cousteau, tout ça, bon bref. Exact. D'ailleurs, vous savez peut-être que Jacques-Yves avait le rêve de faire des stations sous-marines, comme des stations spatiales, mais sous l'eau. Des habitats sous-marins, potentiellement de long terme d'ailleurs. Et puis plus récemment, son petit-fils, Fabien, qui veut immerger Proteus. Son projet de station sous-marine, c'est dans les Caraïbes, et puis voilà, c'est pas le seul, puisqu'il y a une start-up anglaise aussi qui va en faire autant avec Vanguard, qui devrait plonger cette année. Et cette station s'appelle Deep, et le nom de la boîte, enfin c'est le nom de la... oui, c'est le nom, pardon. Deep, c'est le nom de la boîte, excusez-moi, et Vanguard, c'est le nom du projet. Donc cette station... Mais d'où vient cette lubie de vouloir enfouir sous l'eau des maisons comme ça ? Écoute, ça devrait être normalement des trucs modulaires, comme une station spatiale, ça serait vraiment en 2000... donc là, cette année, ils vont commencer par un petit module de survie, un petit peu comme des trucs de recherche, quoi, vraiment, et puis en 2027, ils devraient lancer un module d'habitation permanente, qui s'appellerait Sentinel, et d'ici à 2030, on pourrait y avoir une présence humaine à long terme à 200 mètres sous la mer. Alors perso, moi je suis pas très plongé, mais bon, 200 mètres, c'est pas les abysses, mais c'est déjà beau. Quand tu plonges, c'est énorme, parce que la pression y est déjà de 20 bars, et il faut des heures... Je me suis inscrit à la piscine, déjà quand c'est 2 mètres sous l'eau, moi je suis en panique, tu sais. Donc, non, mais c'est très très profond déjà. Il faut des heures de décompression pour revenir d'une plongée à 200 mètres. Et tu peux y rester qu'une dizaine de minutes, évidemment, puisque voilà, t'as des bouteilles et tout. L'idée, c'est que du coup, c'est très difficile d'accès en fait, même à 200 mètres. Alors que si tu habites là-bas, t'habites là-bas, quoi. Genre, t'es tranquille, tu vois, t'es à la pression de toute façon, t'es à la pression d'en bas. Donc tu sors, tu fais ton boulot pépère, après tu rentres te faire un petit Disney Plus et un chocolat chaud, et puis voilà, quoi. Boire une pression. Boire une pression, alors ça doit être très rigolo parce qu'il y a plein de trucs en fait. Comme t'es à 20 bars, parce que vraiment ton corps est à 20 bars, il y a plein de phénomènes physiques rigolos. Alors 90% d'ailleurs de tout ce qui vit dans l'océan est dans cette tranche de 0 à 200 mètres, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, quoi. Mais même 200 mètres, et pas trop loin de la côte, c'est quand même compliqué. Pour l'énergie, ça va être un câble, donc soit de la côte, soit une barge avec des panneaux solaires, tout ça. Pour la bouffe et l'air, enfin l'atmosphère, quoi, il y aura des ravitaillements comme l'ISS, quoi, mais en bateau. Bon, c'est quand même un poil moins cher. Après, ce sera pas une promenade de santé, parce que il faudra faire de la plongée en saturation. C'est-à-dire rester pendant des jours à haute pression pour équilibrer les gaz de ton organisme à la pression ambiante, c'est-à-dire à 20 bars, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'à haute pression, c'est très compliqué. Alors déjà, évidemment, il faut faire gaffe aux gaz qui sont dans ton corps, mais il y a des gaz qui changent de propriété. L'azote, par exemple, ça devient mortel quand tu le mets à haute pression. Et donc, tu respires pas un air normal, tu respires un mélange oxygène-hélium quand tu es dans les profondeurs. Alors, c'est des techniques qui sont déjà connues des plongeurs professionnels, des militaires, ou de ceux qui travaillent sur les plateformes pétrolières, par exemple. Et après, il faut faire de la décompression pour pouvoir revenir à la surface. Donc, dans la station et dans le module Vanguard, tu auras donc une atmosphère composée d'hélium. Et le problème, c'est que l'hélium, ça attaque les circuits électroniques. Donc, il faut tout adapter, il faut compter aussi que les batteries, c'est des choses qui sont scellées, et donc il peut y avoir des différentiels de pression. Quand tu la fous en 20 bars, ça peut péter, donc il faut peut-être les mettre dans des caissons qui sont à pression atmosphérique, par exemple. Donc tu dois prévoir plusieurs modules. Tu auras des modules à pression locale dans la station, c'est-à-dire à 20 bars, tu as des modules à pression atmosphérique, à 1 bar dans la station, qui permettra aussi d'ailleurs aux touristes de venir éventuellement. Donc l'hélium a aussi une conductivité thermique différente. Donc ça veut dire que si tu veux chauffer une station comme ça, il faut chauffer beaucoup plus pour ressentir la même température. Et ça, c'est un vrai souci, parce qu'en fait, pour ressentir 20 degrés dans la station, tu dois chauffer à 30, à cause de l'hélium. Mais d'un autre côté, t'es vraiment à 30. Ce qui veut dire que t'as une atmosphère chaude et humide, parce que t'es quand même au fond de l'eau, donc t'as une atmosphère chaude et humide, et donc c'est la moisissure, elle adore ça, quoi. Donc ça pose les champignons. Voilà, ça pose des gros soucis.
Donc les modules de la future station seront fabriqués avec des trucs assez... c'est d'une manière assez innovante, je trouve, puisque c'est un mélange d'impression 3D et de soudure, puisque tu as 6 bras robots qui peuvent opérer ensemble sur un morceau de coque, sur un diamètre de 6 mètres. Hein. Et donc, ils déposent des couches de métal comme une impression 3D, sauf que les couches sont soudées ensuite à la torche à gaz. Donc, c'est vraiment une soudure quelque part. Donc, en fait, voilà, après, elles sont vraiment d'un bloc, quoi. Donc, à terme, Deep envisage d'envoyer 6 personnes à demeure, chacune avec sa chambre et ses toilettes. C'est bien mentionné voilà, toilettes séparées, c'est bien mentionné dans l'annonce. Hein. Et pour 28 jours. Et éventuellement plus, hein, a priori, hein, tu peux rester autant que tu veux, mais bon, voilà, donc c'est on va dire des shifts de 28 jours sur 6 personnes, quoi. Donc 2025, elle sera peut-être le début d'une forme de conquête sous-marine, parallèlement une conquête spatiale, et ça a l'air à peine moins dangereux, en fait. Ça a l'air même carrément effrayant. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas rassuré, mais que le sujet vous titille comme ça, peut-être que vous pourrez vous plonger dans Dave the Diver. Je ne sais pas si tu as joué à ce jeu. Je vois ce que c'est. Dave the Diver. Ouais. C'est un jeu à la fois de plongée, mais aussi de gestion de restaurant, puis il y a plein d'éléments autour, qui a un côté un peu répétitif, mais assez cool. Je l'ai commencé cet été, il faudra que je le termine. C'est celui où il y a un truc Lovecraft ou je confonds avec un autre? Non, c'est un autre jeu, ça, c'est Dredge dont tu parles, je pense. Ouais. Où tu vas pêcher en haute mer, il se passe des choses bizarres aussi. Mais très intéressant en tout cas de se plonger, c'est le cas de le dire, sur ce sujet lié aux stations sous-marines. Et puis j'ai parlé un petit peu de Dave the Diver, c'est la transition probablement toute trouvée pour enchaîner avec cette rubrique jeux vidéo. On aurait pu vous relayer les multiples fuites qui semblent se cumuler au sujet de la future Switch qui devrait peut-être être annoncée par Nintendo ce mois-ci. Hein. Juste un mot, Guillaume, est-ce que quand tu vois un petit peu ce qui circule autour de la Switch 2, je ne sais pas si tu as vu, mais est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu restes je vais te décevoir, j'ai pas vu les dernières. Il paraît que la carte mère a fuité, mais j'ai pas vu, donc il faut que j'aille voir. Peut-être on en parlera la semaine prochaine. Après, les rumeurs, j'arrive. Ça reste des rumeurs. Ils finiront bien par l'annoncer, puis voilà, quoi. Évidemment. Et ça va pas tarder, à mon avis. Et ça risque d'être assez cool. Allez, non, on parle des vraies infos, Guillaume. Vraie info, c'est pas encore une vraie nouvelle version de Minecraft, mais il faut quand même annoncer, il faut quand même relayer cette annonce avec des guillemets de Minecraft 2, Guillaume. Écoute, c'est fou quand même, hein, c'est... Notch a parlé de jeux vidéo, c'est incroyable. Rappelle-nous qui est Notch. Eh bien, Notch, c'est le créateur de Minecraft, hein, et donc voilà, des fondateurs de Mojang qui ont donc fait Minecraft, qui a été un énorme succès, et Notch donc a revendu cet énorme succès à Microsoft. Il a pris je sais plus combien de milliards d'ailleurs, donc Notch est milliardaire. Ah ouais, c'est en milliards. C'est en milliards, carrément. Incroyable. Carrément, c'était il y a une dizaine d'années déjà, et puis depuis, je sais pas, rien, genre. Donc c'est vrai que quand Notch annonce essentiellement de travailler sur un Minecraft 2, c'est vrai que ça surprend. Alors, il va travailler pas sur Minecraft 2 exactement, puisqu'il n'a plus la licence, hein, puisqu'il a revendu. Bah oui, donc ça me paraît un peu facile. Successeur spirituel. Bon, c'est un tweet long et alambiqué, où il semble sérieux quand même, hein, dans sa volonté de produire un nouveau jeu. Un truc qui serait dans la veine de Minecraft. Le problème, c'est qu'on se dit, mais est-ce que c'est pas trop tard, juste? Ah, c'est clair. Parce que bon, Minecraft, il est resté dans un relatif immobilisme avec Microsoft, hein, mais ça n'a pas empêché d'autres développeurs talentueux de faire des successeurs spirituels et d'en faire plein. Le jeu de survie, c'est devenu un genre à part entière, hein, et il y en a beaucoup. Alors j'ai déjà mentionné d'ailleurs Vintage Story, qui sera un vrai Minecraft 2, hein, mais bon, il n'a pas le même public. C'est parce qu'il est beaucoup plus difficile et exigeant, et beaucoup plus complexe que Minecraft, alors que Minecraft, c'est vrai que c'est accessible à des gamins de 8 ans, Vintage, c'est pas le cas. Mais c'est loin d'être le seul, hein. On a Terraria, on a Necesse aussi, qui est... ou Necessi, je sais pas comment... C'est très très bizarre, c'est N-E-C-E-2-S-E, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, ce sont des Minecraft en 2D, donc le Terraria est vu de côté, et Necesse est en vue de dessus. C'est une sorte de crossover entre Minecraft et Zelda en 2D. Et on a aussi Luanti, qui s'appelait Mindtest à une époque, qui est un clone open source totalement modulaire, d'ailleurs, et totalement multiplateforme, et qui est prévu pour le modding. On a Cube World dans le registre Zelda. Dans le futur, on aura sans doute un jour Hytale, qui promet beaucoup de choses et qui va un jour sortir, hein, j'en ai la foi. On a aussi Leoveland, qui est une sorte de Minecraft au cube, hein, puisque la taille des voxels est genre 8 fois plus petite, donc on a un niveau de détail assez hallucinant, mais c'est exactement le même principe. Et puis, si on sort des cubes, on a des jeux de survie, on en a plein. On a Valheim, on a Enshrouded, on a Rust, on a Ark. Bon, tout ça pour dire que revenir après plus de 10 ans d'inactivité pour annoncer un jeu de survie, il va falloir charbonner, quoi. Hein.
Pas facile, mais en tout cas, il a l'ambition de faire quelque chose, donc on peut que être attentif parce que peut-être qu'il va renouveler un Ah, mais succès on est incroyable, curieux, va on est savoir. curieux, tout à fait. On est curieux. Il a réussi son coup d'annonce. Après, il va falloir assumer derrière. On continue et on termine avec une console, un appareil, un ordinateur du futur qui arrête sa production. Et j'ai eu la même réflexion que toi, Guillaume. J'étais persuadé que la production était déjà arrêtée. Oui, c'est vrai, d'après The Information, Apple aurait arrêté la production du Vision Pro, en fait, plutôt récemment, mais il avait déjà réduit pas mal les prévisions. Et alors, déjà, il a arrêté parce qu'il en reste beaucoup sur les bras. Et alors, si on en croit MacRumors et The Information, les chiffres sont plutôt mauvais, puisqu'Apple aurait initialement demandé à ses prestataires de prévoir pour 8 millions de Vision Pro, et de ça, 500 000 auraient finalement été vraiment fabriqués. Et au max, 370 000 auraient été vendus. Et personnellement, vu le prix, ça m'étonne pas trop, quoi. Donc je sais même pas si on peut parler d'échec ou pas, parce que de toute façon, ça pouvait pas devenir mainstream à ce prix-là. Donc je sais pas si on peut considérer que ça s'est plutôt bien vendu. Bon. Mais évidemment, si on imagine vraiment qu'Apple était sérieux d'en vendre 8 millions, oui, c'est un énorme échec. Mais ça, je sais pas vraiment. Apple espère désormais, a priori, apparemment, d'après ce qu'on a vu des rumeurs, bon, c'est encore des rumeurs, je sais, mais bon, il espère vendre 4 millions du prochain Vision, de la prochaine itération, qui sera sans doute donc pas Pro, qui sera sans doute moins cher, mais ça reste assez optimiste. Ça reste même très optimiste, parce que même si on suppose, de manière très généreuse, qu'Apple revoit sa copie et propose un casque à 1000 balles, qui est un prix un peu plancher pour la marque, 1000 balles quand même, 1000 balles, je veux dire, c'est le genre de marque où tu as des casques qui coûtent ce prix. Donc, même s'il coûte un truc à 1000 balles, donc vraiment prix d'entrée, on regarde la concurrence, on regarde que Meta, lui, a vendu 1 million d'exemplaires de son Quest 3, qui était proposé encore à la moitié de ce prix. Bah oui. Donc, vendre 4 millions de casques à 1000 balles, ça paraît vraiment très optimiste, quoi. D'un autre côté, Meta peut-être travaille aussi pour Apple, parce qu'il a sorti le casque 3S, qui est donc en train de préparer le terrain aussi, finalement, puisque qu'est-ce qu'il fait le 3S? Il essaye de aussi populariser, de démocratiser la réalité mixte avec un prix qui est encore plus intéressant. Donc ça profitera aussi bien au prochain casque de Meta qu'au prochain casque d'Apple, si ça prend. Donc j'ai pas vraiment de chiffres encore pour le 3S, mais écoute, on verra peut-être effectivement que c'est un moment. C'est peut-être le moment de la XR. Va savoir. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit l'objet de discussion multiples de la part de beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'à chaque fois l'expérience est la même, c'est que l'effet waouh est là, mais que dans le quotidien ça ne reste pas. On ne demande qu'à être surpris et à trouver la formule qui nous convaincra tous, parce qu'on adorerait ça. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode. J'espère que j'ai contribué à faire en sorte que tu passes un bon moment pour ta reprise de cette année 2025. Super en tout cas, en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir retrouvé, et ça me fait très plaisir de pouvoir conclure ce premier épisode de 2025. Je vais terminer avec un petit relais d'une vidéo que j'ai vu passer, qui est sortie sur la chaîne YouTube de Ludo C, qui est vidéaste, et il a diffusé une vidéo où il explique comment il a traqué et fait arrêter un prédateur sexuel, un prédateur pédophile. Et c'est le prétexte parfait pour aborder beaucoup de sujets autour de l'éducation du numérique pour les enfants, autour d'un certain nombre de bons réflexes à avoir et de connaissances qu'il n'est pas inintéressant de partager. Il y a d'ailleurs des liens, il y a les liens vers Pharos, il y a les liens vers e-enfance. Il y a différents points de contact dans cette vidéo. C'est vraiment intéressant. Ça prend 1 heure, mais c'est évidemment très bien raconté, et ça pourra peut-être vous sensibiliser, vous ou vos ados. Donc, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais il est temps, malgré tout, de conclure cet épisode et de vous rappeler qu'il est hyper important que vous puissiez soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. On sera ravis de citer vos avis durant les futurs épisodes. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel, comme toi par exemple, Guillaume. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Quelque chose me dit qu'on va pas te retrouver dans une station sous-marine, ou en tout cas pas trop profondément.
Non, non, je suis un animal terrestre, mais c'est vrai que moi j'ai bien envie de tester Lay of the Lands, d'ailleurs, hein, tu peux, hein, il suffit de t'abonner au Ko-fi du créateur. Et puis je rappelle pour ceux qui, je sais qu'il y a des auditeurs qui ont bien pris, que la version 1.20 de Vintage Story est en cours de Ah oui. finalisation. Et donc c'est une version où on peut monter sur des animaux et faire des jolis bateaux, donc pourquoi pas. C'est sûr qu'il y a un public qui s'était manifesté là-dessus. Merci, je suis Guillaume Vendée sur Blue Sky sur Instagram. Accessoirement, j'ai commencé aussi un petit peu, alors vraiment pour mon pur plaisir, à streamer un petit peu sur Twitch. J'ai diffusé des parties de Zelda Echoes of Wisdom que je fais exclusivement en stream de manière un peu sporadique, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Donc si jamais vous avez envie de suivre mes aventures et mes pérégrinations en incarnant la princesse Zelda qui fait des échos de tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu ce jeu, si tu as jeté un coup d'œil. Oui, j'ai vu, mais j'ai hyper jamais bien. joué. Hein. Ah, j'accroche. On peut faire des escaliers avec. Des escaliers avec des lits. Bon, pardon. Twitch.tv/Guillaume Vendée. Vous avez là aussi les notes. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un épisode supplément de Tech Café où on va vous compléter cette veille qui était absolument incontournable de vous délivrer dans cet épisode hebdomadaire. Et de toute façon, si vous ne jurez que par les épisodes hebdomadaires, il ne faudra attendre que quelques jours la semaine prochaine pour avoir un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.